Quand on pense à la migration africaine, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle de bateaux qui traversent la Méditerranée. Mais voilà, la vraie histoire, la plus massive, eh bien elle se joue à l'intérieur même du continent. Plongeons ensemble au cœur de ces lignes de fracture qui divisent l'Afrique, non pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Alors voilà, ça, c'est le grand rêve panafricain, tel qu'il est écrit noir sur blanc par l'Union africaine. Une vision, c'est vrai, assez audacieuse. Un continent sans frontières, où bouger librement est un droit fondamental, un idéal puissant. Mais bon, comme on va le voir, la réalité, elle est souvent bien, bien loin de ce rêve. Parce que la réalité, elle est tout autre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant en fait. La grande majorité des migrations africaines, eh bien, elles sont intra-africaines. Au moins 2 tiers des migrants venant de pays africains vont simplement dans un autre pays du continent. C'est un continent en mouvement perpétuel, mais à l'intérieur de ses propres limites. On se retrouve donc avec cette tension fondamentale. D'un côté, un idéal d'unité continentale, et de l'autre, la réalité de ces mouvements complexes et de cette division qui, on va le voir, sont profondes. Et pour bien comprendre cette tension, il y a un exemple qui est malheureusement parfait, un véritable point chaud où cet idéal panafricain se fracasse contre un mur de violence. C'est l'Afrique du Sud. Ce chiffre, il est brutal. 669. C'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans des attaques xénophobes en Afrique du Sud entre 1994 et mars 2024. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire, une famille brisée par la haine. Mais au-delà de ces 669 morts, le bilan est en fait bien plus lourd. On parle de milliers de magasins pillés, de plus de 100 000 personnes chassées de chez elles. Et le point qui est absolument crucial ici, c'est de comprendre que ces attaques, elles ne visent pas des Européens ou des Américains, non. Elles visent d'autres Africains. Alors, comment on en arrive là? Comment on peut bien justifier une telle violence? Eh bien, le mécanisme est assez classique malheureusement. Les migrants deviennent les boucs émissaires parfaits, on les accuse de tous les maux de la société. Et pour que ça passe, on utilise un langage qui déshumanise, comme ce terme méprisant de « makwerekwere ». Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, cette haine a trouvé un allié de poids, les réseaux sociaux. Ce ne sont plus juste des lieux de discussion, non. Ils sont devenus des véritables armes pour organiser et amplifier ces mouvements contre les migrants. Ça illustre parfaitement comment cette haine en ligne finit par se déverser dans la rue. On a des mouvements comme Opération Dudula, ce qui veut dire repousser, qui utilisent des hashtags très ciblés pour organiser des manifs et parfois même des attaques directes contre les migrants et leur commerce. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tout ça, c'est un problème moderne lié à l'économie d'aujourd'hui ou est-ce que ça vient de beaucoup plus loin? Parce que cette xénophobie, en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pour vraiment comprendre, il faut aller voir ce qu'il y a en dessous. Il faut plonger dans des systèmes de division sociale qui sont bien plus anciens et qui sont profondément ancrés dans certaines sociétés du continent. C'est l'idée d'un système où votre place dans la société n'est pas définie par vos compétences ou ce que vous faites, mais simplement par votre naissance, par qui étaient vos ancêtres. Un statut dont on hérite et dont il est souvent impossible de se défaire. Pour rendre ça un peu plus concret, regardons cette hiérarchie sociale qu'on retrouve dans pas mal de sociétés d'Afrique de l'Ouest. En gros, tout en haut, on a les nobles, ou les hommes libres, qui ont la terre et le pouvoir. Et tout en bas, on trouve les gens de caste, des artisans qui sont souvent marginalisés. Et le pire dans tout ça, c'est la façon dont ces hiérarchies sont justifiées. On utilise des mythes, des croyances qui sont profondément déshumanisantes pour cimenter ces divisions. On va qualifier des groupes entiers d'impurs, de sales, allant même jusqu'à dire des choses horribles comme le fait qu'ils descendraient d'union avec des animaux. C'est un mécanisme de déshumanisation extrêmement puissant. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène isolé. On le voit dans le Sahel avec les artisans de caste, on le voit au Nigeria avec le système Ossou, chez les Touaregs avec les descendants d'esclaves, ou encore avec les Twa dans la région des Grands Lacs. Bref, ça prend des formes différentes, mais à la fin, le mécanisme reste le même, une exclusion basée sur la lignée. Ok, donc ça nous ramène à notre question de départ. Face à toutes ces divisions, qu'elles soient d'aujourd'hui ou d'hier, quelle est la réponse du continent à un niveau officiel? Alors, revenons à cet idéal panafricain. Maintenant qu'on a vu à quel point les divisions peuvent être profondes, comment est-ce que l'Union africaine essaye, malgré tout, de construire son projet d'unité? Sur le papier, en tout cas, tout est là. L'architecture a l'air solide, on a des textes fondamentaux comme la Charte africaine des droits de l'homme, des cadres politiques pour la migration, et surtout ce fameux protocole qui vise à faire du continent un espace où on peut bouger librement. Donc, les outils sont là. La volonté politique, en tout cas sur le papier, elle est affichée. Alors qu'est-ce qui coince? Pourquoi la réalité sur le terrain est si différente, si tragique? Et on arrive au cœur du problème, à ce fossé qui est parfois immense entre les politiques officielles et ce que les gens vivent au quotidien.
Le fond du problème, c'est ce qu'on appelle, un peu techniquement, le déficit de mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, les chefs d'État signent de grands traités, mais une fois rentrés chez eux, ces engagements ne sont pas traduits dans les lois nationales. Ou alors, les lois existent, mais elles ne sont tout simplement pas appliquées. Résultat, les grands principes restent lettres mortes. Et ce tableau résume parfaitement ce grand écart dont on parle depuis le début. D'un côté, l'idéal, un continent uni, sans frontières, où l'on peut circuler librement. Et de l'autre, la réalité, la violence, la discrimination et des divisions sociales très profondes, qu'elles soient basées sur la nationalité ou sur les ancêtres. Et c'est ça le point essentiel qu'il faut retenir. La violence xénophobe, ce n'est pas juste une question d'économie ou de chômage, non. C'est un feu qui est bien sûr attisé par les problèmes d'aujourd'hui, mais qui prend racine dans des fractures bien plus anciennes, dans cette logique du « nous contre eux ». Et on termine donc avec cette question qui reste ouverte. Comment un continent peut-il vraiment s'unir si ses propres peuples restent si profondément divisés de l'intérieur? Pour que le rêve devienne réalité, il faudra bien plus que des traités. Il faudra s'attaquer à ces divisions, non pas entre l'Afrique et le reste du monde, mais bien au cœur même de ces sociétés.